bonjour messieurs, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Merci à tous en tout cas d'être ici pour écouter sur notre conférence sur la thématique suivante qui est en tout cas la relation client. La relation client est notamment donc par le prisme en tout cas des conversations. On va les aborder aujourd'hui donc en présence de Hugo Delfos ici présent et de Thomas Sabatier donc que je vais laisser vous présenter quelques instants après. Aujourd'hui en fait. Donc, je vais faire une légère introduction sur le sujet, sur cette thématique. Aujourd'hui, on est en présence, en tout cas, d'une énorme quantité de data, qui est donc les conversations, tout ce qui va être paroles, SMS, mail, mais également tout ce qui est données liées à la voix. Et on ne sait pas encore, enfin, certaines personnes ou certaines entreprises, certaines startups ne savent pas comment exploiter cette data de manière structurée. Et donc l'idée, c'est aujourd'hui, donc on aura quelques minutes en tout cas, en votre compagnie pour essayer de répondre à la question suivante: comment transformer les conversations des assurés en opportunités business? À vous messieurs de vous présenter. Avec de l'IA générative. Merci. Merci à tous pour cette conversation. Tu veux te présenter du coup? Je peux me présenter, moi qui veuille me présenter. Mais, donc moi, je suis Hugo Delfos. Je travaille dans la gestion de projets, d'intégration de progiciels en assurance, donc la partie business de la chose. Pardon. Donc je travaille chez Sunlight Solutions. On est une entreprise qui a été créée en 2016, il y a 8 ans maintenant, aux US. On est implanté en Europe depuis 2018. Et on fournit une solution qui est, j'ai tendance à appeler un peu ERP. On est focalisé que sur la partie assurantielle, évidemment, mais qui gère client, police, tout le cycle de vie police, gestion sinistre, contrat, éditique, CRM activité, les différentes, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer dans la partie gestion, vos gestionnaires, des contrats d'assurance et des interactions qu'il y a à avoir avec les assurés ou les tiers que vous avez à croiser, notamment en termes de data. Dans votre business. Et donc Thomas Sabatier, moi je suis fondateur de TalkAI, qui est un éditeur de logiciels dédié à la relation client. Et notre proposition de valeur, c'est de pouvoir permettre à des entreprises de déployer des agents virtuels intelligents basés sur des IA génératives, mais pas que, et qui vont répondre à toutes les questions que peuvent se poser les clients de l'entreprise ou alors les intermédiaires ou les populations en interne dans l'entreprise. Et on le fait à partir de bases de connaissances non structurées. Donc ça peut être des PDF, des URL, absolument tout ce que vous avez dans l'entreprise qui peut de près ou de loin être en rapport avec le sujet sur lequel vos clients ou vos audiences vont vous poser des questions. Très bien, merci pour vos présentations. On peut directement rentrer dans le cœur du sujet. Nous savons qu'on a beaucoup de data non structurées à traiter, comme tu viens de le dire, Thomas. Ma première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous voyez, en tout cas, l'évolution et l'exploitation de cette data vis-à-vis des data plutôt type classique. Quand je parle de data classique, c'est des data comportementales. Par exemple, Chantal, 52 ans, de la compta, qui a fait un achat le jeudi. Donc là, l'idée, c'est justement avec cette nouvelle type de data, cette data conversationnelle, comment est-ce que vous voyez cette évolution? Je m'engage. Sur cette partie-là, déjà, on l'exploite. Je veux dire, ce sont des données qui sont exploitées. Par exemple, l'utilisateur, l'assuré final va me poser des questions. La question directe, à minima, celle-là, je vais pouvoir y répondre, lui proposer un contrat d'assurance, etc. Là, on est plus justement sur la partie d'analyse des données un peu plus fine. Donc, c'est plus dans la partie analyse du comportement, les différentes interactions. On creusera, je pense, pendant la discussion sur la finesse de ces données et comment on va l'exploiter. Mais c'est plutôt, effectivement, ces petites données que j'ai tendance à appeler plutôt que les données qui vont nous donner l'information lourde. Ce sont des données qui vont être plus compliquées parce que déjà, il y en a plus. On va avoir une masse d'informations, de mots par exemple,
prononcés ou écrits qui apparemment sont sans intérêt, ils ne le sont pas forcément. Et en plus, on a de plus en plus de canaux. C'est-à-dire qu'avant, on avait des échanges courrier, mail. Maintenant, comme tu dis, on a toute la partie téléphonie, avec la complexité du type de données. Et aussi, on a de plus en plus de systèmes d'échange avec les assurés, soit par des robots, soit par toujours des messageries, soit par des robots, des interfaces directement entre les gestionnaires et les assurés, ou bien même via des applications WhatsApp, messagerie, tout type, où maintenant on s'interface de plus en plus avec ces outils-là. Thomas ? Comme Hugo le dit très bien, c'est que je pense qu'avec la transition digitale et numérique des entreprises, on a une chose qui apparaît, c'est qu'on numérise toutes ces données. On a accès à des données donc, numériques sur le mail, on fait des transcripts d'appels téléphoniques, donc c'est de la donnée qu'on va venir stocker. On a des conversations de chat qui peuvent être faites par l'intermédiaire effectivement de robots ou d'humains directement. Et toutes ces données, en fait, on les stocke. Et c'est vrai que c'est des données qui sont massives, qui sont hyper présentes dans l'écosystème des entreprises, dans l'écosystème data des entreprises, mais qui sont non structurées. Et donc, contrairement à des clics de souris sur une interface ou à des choses très très mesurables, la conversation, l'interaction client est très compliquée à appréhender parce qu'elle est par essence non structurée. Et donc on a un vrai problème en tout cas dans les entreprises, pour faire parler cette donnée et en extraire des informations qui sont intéressantes d'un point de vue compréhension de son client, mais aussi qui sont intéressantes pour le business. Comment est-ce que j'arrive à transformer cette data dans laquelle il y a énormément de choses en opportunité business? Donc comment je le fais remonter sous forme d'insight au marketing? Comment est-ce que je le fais remonter sous forme d'insight au produit? Pareil, comment est-ce que je m'en sers pour mieux calibrer mes bases de connaissances, pour mieux former mes agents? Et donc tout ça, en fait, c'est le défi que nous posent ces conversations, cette nouvelle typologie de données, c'est de pouvoir les transformer pour les faire parler. Et les faire parler de façon structurée, compréhensible, et derrière, les valoriser en tant que tels. Et donc ça demande une nouvelle approche, des nouveaux outils, avec des objectifs qui sont aussi très nouveaux, et de pouvoir à la fois, d'un point de vue organisationnel dans l'entreprise, être capable d'organiser des outils, des process pour faire remonter et analyser ces conversations, les centraliser, et après, derrière, pouvoir en extraire des informations qui vont permettre d'améliorer l'efficacité et le business. Et finalement, est-ce que dans cette analyse donc, des données structurées, est-ce qu'on se limiterait juste à des sentiments, c'est-à-dire des sentiments positifs, négatifs, ou bien il faudrait aller au-delà de cette analyse et justement intégrer des insights, comme tu dis? Est-ce que tu peux en dire un peu plus, peut-être sur des données ou des métadonnées? Oui, de toute façon, qu'on utiliserait. J'ai de la vision un peu plus métier. J'ai tendance, moi, toujours à vouloir... pour moi, c'est une source de données en plus. C'est-à-dire qu'ayant déjà un système qui gère, pour le besoin du métier, tous les types d'informations, ce sont vraiment des inputs qui vont m'être utiles, mais en plus de ce que j'ai déjà à faire. Après, comme tu disais, il y a la partie... On parle des données depuis tout à l'heure, mais il y a... entre guillemets, il y a une deuxième notion, une surcouche de données qui vient s'appliquer. C'est toute la partie metadata, où effectivement, on n'a pas d'informations directes de la part de la personne qu'on a en face, ou pas d'ailleurs, parce que s'il discute avec un robot, elle n'est pas en face. Mais on a aussi, en parlant de comportement, je vais avoir toute la partie de metadata. Un tel s'est connecté à telle heure, m'a envoyé un message. Et tout ça aussi, on peut l'analyser pour affiner encore plus, au moins dans les comportements, au-delà de l'état de nervosité ou j'en passe. Par exemple, il travaille plus, il est plus facilement accessible le soir que le matin. Donc c'est aussi une surcouche d'aide, par exemple, typiquement, pour les gestionnaires. Je vais plutôt le contacter. J'ai ouvert sa fiche parce que je dois traiter son dossier aujourd'hui, mais a priori, c'est quelqu'un qui est plutôt réceptif en fin de journée. Donc je vais attendre probablement la fin de journée. Donc il y a toute cette partie en plus. Après, cette notion-là,
c'est aussi beaucoup d'informations qui sont... Enfin, on a aussi pas mal d'informations à l'instant T. Il aura cette psychologie-là à l'instant T. Donc après, il y a toute une forme de complexité, c'est de pouvoir comparer ça avec d'autres jeux de données. Toute la partie historisation, éventuellement. Bon, on rentre aussi dans la partie cadre légal, mais toute l'historisation pour voir un peu l'évolution. Parce que si c'est quelqu'un qui est toujours énervé et qu'il est énervé, à ce moment-là, il faut que je sois aussi en capacité de savoir qu'il est soit toujours énervé ou potentiellement parfois très calme pour pouvoir réagir en fonction des différents stimuli qu'il va m'envoyer. Thomas, tu as quelque chose à rajouter? Oui, en fait, moi j'approche la chose de façon un peu différente, dans le sens où je pense que ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est pas de rentrer dans la conversation, c'est de rentrer dans les conversations et de mener cette analyse à l'échelle. Quand on a plusieurs centaines de milliers de conversations par mois qui peuvent s'orchestrer sur plusieurs canaux, chat, mail, voix, ce qui est intéressant pour l'entreprise, c'est de détecter des patterns, des nouveaux patterns, et de pouvoir comprendre comment elle doit évoluer, s'adapter par rapport à ces nouveaux patterns. Ces patterns, c'est des patterns beaucoup plus nuancés que ce qu'on peut avoir sur du comportement. L'interaction, ça va être une source d'information, une source de données qui va être beaucoup plus intéressante dans le cadre du prédictif. Pourquoi? Parce qu'on va venir analyser de façon extrêmement précise et extrêmement structurée des données qui ne le sont pas, et on va essayer de déterminer des catégories et de déterminer une grille d'analyse en fonction à la fois de ces enjeux business, mais aussi de la donnée dont on dispose. Et le fait de pouvoir compter sur, par exemple, des IA qui vont être capables de venir structurer cette donnée en fonction de patterns qu'on va détecter et de pouvoir derrière se servir de cette première couche d'analyse pour aller à l'intérieur de chacun des patterns, ça va être intéressant parce qu'on va découvrir énormément de choses. Toutes les entreprises segmentent leur clientèle, segmentent leur approche. Ce qui est important là, c'est qu'on va pouvoir peut-être, en analysant les interactions avec chacun des clients, découvrir des nouveaux segments de clientèle. On va aussi pouvoir être capable d'analyser beaucoup plus finement à l'intérieur de chacun des segments quelles sont les préoccupations de tel groupe ou tel groupe de personnes sur ce segment. Et derrière, ça veut dire que l'entreprise va avoir beaucoup d'informations pour venir mieux sectoriser, mieux découper ces segments, mieux adresser les besoins de ces segments parce qu'elle les connaît mieux s'adapter aux évolutions de chacun de ces segments parce qu'en temps réel, on va avoir justement une analyse à l'échelle de ces patterns et on va voir comment évoluent les préoccupations de chacun des segments et on va pouvoir en temps réel pouvoir les découper et modifier ce découpage. Et je pense que c'est là l'enjeu en fait, c'est de pouvoir ajouter cette complémentarité avec les données qu'on a déjà, qui sont des données beaucoup plus froides, beaucoup plus structurées, des données comportementales, ce que tu disais, toutes les métadatas, je clique, je suis dispo, je me connecte souvent à cet endroit, etc. J'ai tel âge, j'ai telle situation maritale, j'ai combien d'enfants. Toutes ces informations, on les a déjà, les segmentations sont faites comme ça. Ce qui est important, c'est de se dire que deux personnes qui ont la même segmentation comportementale peuvent avoir une segmentation selon les interactions qui va être différente, avec des préoccupations extrêmement différentes, parce qu'elles sont dans des étapes de vie où il y a des choses qui leur arrivent qui n'est pas forcément la même chose que ce qui arrive à la personne qui a le même profil qu'elle. Et toute cette compréhension assez fine de ces nuances et de ces particularités de chacun des groupes va permettre derrière de dégager des opportunités business assez intéressantes, notamment bien sûr sur de l'équipement supplémentaire, sur des services associés. On sait que c'est un gros enjeu aujourd'hui, faire plus de prévention, accompagner l'assuré avant le sinistre en prévention, l'accompagner après le sinistre quand le sinistre est réglé. Et donc en fait, tous ces moments de la vie de l'assuré, il faut être capable de les accompagner. Et on est au-delà de simplement, tiens, il m'a demandé ça, ou alors il a cliqué sur ce bouton pour avoir un renseignement, il a rempli tel formulaire ou autre. On est vraiment dans une donnée qui est beaucoup plus qualitative. Encore faut-il savoir la manier, la manipuler, la structurer pour pouvoir l'étudier et l'analyser à l'échelle. Encore une fois, je pense que l'enjeu important, c'est de faire ce travail de je lis une conversation fois 100 000 avec très peu de ressources, parce que ce n'est pas possible de le faire avec, bien sûr, des humains. Donc, avoir des outils qui permettent de venir faire cette analyse et d'être capable de détecter tous ces patterns.
Et donc en parlant des outils justement, justement pour analyser toute cette nuance liée donc aux données conversationnelles, est-ce que vous avez des cas d'usage précis, des exemples à donner? Je pense notamment à votre solution Talk AI et également vous, Sunlight, et toi Hugo, vis-à-vis de ton expérience lorsque tu as implémenté des solutions chez des clients. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Alors oui, j'ai des exemples à donner. Après, pour revenir, quand bien même si effectivement, alors pour le but de l'échange, on est vraiment sur la partie, il y a toute la partie de création de modèles pour savoir qui correspond vaguement à quoi et comment réagir. Les données peuvent quand même également être utilisées à d'autres fins. Par exemple, on peut aussi les utiliser simplement dans un premier temps. Après, c'est une approche qu'on a. Ces données, on les utilise dans un premier temps pour, notamment au niveau de la partie gestion de sinistres, pour un support et une aide aux gestionnaires de sinistres. C'est-à-dire que c'est une source de données supplémentaire des différents documents, emails, contrats. On l'a intégré, justement, cette source de données dans un assistant au gestionnaire de sinistres qui lui permet d'avoir moult informations qui peuvent être nécessaires. Plutôt que d'aller rechercher dans les différents historiques, au moins il a un accès rapide grâce aux différents messages. Et donc, pour objectif, pour le moment, c'est évidemment connecté sur un assistant d'échange un assistant qui est fourni au gestionnaire, mais qui se base, en plus des informations standards, on va dire, va chercher les informations dans un chat entre clients et utilisateurs. Donc l'objectif à terme, évidemment, c'est de multiplier, de le connecter aux différents systèmes que j'expliquais tout à l'heure. Alors, sur la partie chat, c'est relativement simple. La partie téléphonie, c'est un peu plus complexe. Notamment, il y a une grosse diversité aussi des systèmes pour pouvoir s'y connecter. Donc là, c'est vraiment pour nous, à minima, la première étape. Après, je reviendrai un peu plus tard, je pense, sur la deuxième partie, qui est la compréhension pour pouvoir augmenter. Dans un premier temps, là, on est vraiment plus sur l'utilisation de ces données, la technologie de l'intelligence artificielle, pour pouvoir fournir un service, une aide, un assistant au gestionnaire. Après, il y a la deuxième partie, un peu plus business, mais après, je te laisse déjà. Parce qu'après, aussi, en termes d'analyse et de structuration des données, après, ça reste un peu les mêmes mécaniques que de la création IA standard, où on a des algorithmes, ça se base sur des algorithmes, des courbes, comme disait Thomas, des patterns, qui nous permet d'identifier des cas standardisés et après de classer par famille. Bon, je fais vraiment très simple, c'est évidemment plus compliqué que ça, mais... Pour répondre à ta question, du coup, quels sont les exemples? Nous, en fait, on croise beaucoup d'entreprises dans l'univers de l'assurance qui ont du mal à comprendre déjà ce qui se passe au niveau de leur service client, au niveau de leur relation client au sens large. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas d'outils qui leur permettent de, ne serait-ce que comprendre avec finesse quels sont les motifs de demande et quelles sont les préoccupations de leurs clients. Ils arrivent à le ranger dans des grandes catégories, donc à faire de la classification un peu grossière, mais c'est vrai que quand on leur demande, très bien, mais sur cette verticale, sur cette thématique, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les sous-thématiques qui intéressent vos clients? Est-ce que vous les traitez bien? Est-ce que vos clients sont satisfaits des réponses que vous leur donnez? Est-ce que vous résolvez vraiment vos problèmes? Ou alors est-ce que vous avez 3 interventions différentes sur 3 canaux différents pour résoudre le problème du client? Ce qui est très coûteux pour l'entreprise. Et donc, on s'aperçoit rapidement que la plupart du temps, les entreprises nous disent « Ouais, écoutez, nous, en fait, on a une analyse qui est assez grossière. Et après, ça se passe au niveau de nos agents. Et c'est eux qui gèrent la complexité, cette complexité-là. Et donc, on a du mal à la comprendre, à part si on arrive à faire... Donc, si les agents remplissent extrêmement bien le CRM, s'ils sont extrêmement bons dans les feedbacks, s'ils remontent le feedback de façon extrêmement consciencieuse, et on sait très bien que ça ne marche pas sur la durée et à l'échelle. Et donc, fort de ce constat, on s'est dit, bon, il faut qu'on arrive à aider nos clients déjà, et après plus largement le secteur, mais aider nos clients à mieux comprendre. Et comment est-ce qu'on le fait? Nous, on gère toute la journée des interactions entre des clients et une entreprise via du chat ou de l'email.
avec donc des intelligences artificielles, des agents AI qui vont répondre de façon automatisée à partir de bases documentaires plus ou moins fournies à des questions très précises, très contextualisées de clients. Et cette donnée-là, donc comme on le disait, elle renferme énormément d'informations qui pourraient être utiles aux clients, à l'entreprise. Et donc on a construit un outil qui va permettre, vous voyez il y a une illustration là sur les écrans, dans lequel on va mettre de façon graphique, on va essayer de structurer une approche d'analyse et on va essayer de comprendre et de structurer via une grille d'analyse qui représente normalement les enjeux business de l'entreprise, essayer de structurer une analyse pour leur permettre de comprendre à l'échelle ce qui se passe. C'est la première version d'une interface d'analytique sur laquelle vous allez pouvoir voir des sujets, des thématiques qui sont abordées par les clients. On va donner donc le taux dans la totalité, la part dans la totalité des interactions, des conversations qui traitaient de ce sujet, et on va le relier, en tout cas on va l'analyser sous un prisme de satisfaction par exemple, de préoccupation, d'opportunité commerciale. On va faire la même chose avec la qualité des réponses qu'on va donner et à l'inverse, toutes les thématiques sur lesquelles on va avoir des informations qui sont partielles ou sur lesquelles on va peut-être mal répondre. Et toutes ces informations vont aider l'entreprise à, premièrement, muscler son jeu sur la donnée ou la connaissance qui est mise à disposition des agents. Deuxièmement, détecter des opportunités commerciales sur un nouveau produit ou une couverture qu'ils n'avaient peut-être pas vue et qui est très populaire dans les questions. Quand on voit qu'il y a 40% des questions qui portent sur une couverture en particulier et qu'à chaque fois l'entreprise dit non, je ne couvre pas, ou alors je couvre ça mais c'est partiel, à ce moment-là, on peut se dire qu'il y a une opportunité business. Et donc, avec cette représentation graphique, on va essayer d'aider les entreprises à mieux comprendre ce qui se passe au niveau des interactions clients et pour après, derrière, les guider sur des choses à mettre en place ou des produits à créer. Très bien, merci beaucoup, messieurs. Et finalement, on a parlé, donc pour résumer, on a dit qu'il y avait énormément de data à traiter par l'IA générative notamment, des data donc liées aux conversations. Ces data vont également permettre, l'analyse en tout cas de ces data vont permettre de générer des insights business dans lesquels on peut venir exploiter, utiliser justement pour générer du profit, générer, comme tu disais, amener en tout cas mieux comprendre les clients et amener peut-être d'autres clients, des prospects, etc. Est-ce que vous avez des conseils à donner vis-à-vis donc de l'utilisation de ces insights business? Alors des conseils à donner, je n'irai pas jusque-là, mais au moins peut-être des orientations. Tout du moins par exemple sur la pratique que nous on essaie d'avoir sur cette partie-là. Comme disait justement Thomas, une fois que toute cette analyse a été faite, on peut proposer justement des solutions. Donc typiquement, alors sur ce sur quoi on travaille, nous c'est sur la partie souscription. Enfin quand je dis souscription, c'est la partie gestion, souscription, contrat. C'est justement l'analyse des différents flux qui nous sont arrivés. Et en fonction, analyser, éventuellement identifier par exemple une typologie de risque qui serait noyée dans une discussion, une typologie de risque qui n'est pas assurée. Donc proposer, dans un premier temps, on a des catalogues de produits d'assurance, les produits qui sont commercialisés par nos clients. Dans un premier temps, justement, c'est pouvoir permettre, alors déjà évidemment ce que je disais tout à l'heure, aider le gestionnaire dans sa gestion pour répondre aux demandes. Et après, il y a la partie justement être proactif, pouvoir répondre, proposer quelque chose qui, a priori, serait vraiment passé à la trappe. Et donc là, c'est vraiment la partie analyse de data qui peut servir à ça. Et après, dans un second temps, on verra on peut réfléchir à des contrats d'assurance qui seraient quasiment fabriqués, je mets vraiment des grandes guillemets, mais tout seul, où on n'aurait pas des contrats pré-saisis, mais éventuellement gérer des briques de garantie qui seraient associées automatiquement par l'IA en fonction des résultats, de la connaissance qu'il a des assurés d'une manière générale, plus les inputs qu'il a de cet assuré-là principalement, pour lui proposer exactement ce qu'il veut. Se souvenir qu'à un moment dans une discussion, en plus, il a parlé, je ne sais pas, de sa mère qui est malade, donc il faut la supporter, rajouter une garantie. Et sait-on, après, on va se battre avec les actuaires, mais c'est aussi pour trouver
quand bien même on choisit des garanties, il faut que tout s'équilibre pour qu'il y ait une forme de rentabilité quand même dans le contrat d'assurance, parce qu'effectivement, c'est de proposer des solutions innovantes et d'être vraiment au plus proche de son assuré, mais c'est aussi avoir un business derrière qu'il faut faire tourner. Il n'y a pas que l'assuré, il y a aussi l'assureur à prendre en compte. Merci Hugo. Thomas? Moi, je pense que analyser ces données, c'est aussi permettre une meilleure anticipation des risques côté assuré. Si on a quelqu'un qui, à chaque fois qu'on lui parle, nous parle de sa santé, c'est peut-être qu'il a des préoccupations là-dessus. Est-ce que l'entreprise se pose la question de comment j'accompagne mon assuré, qui tous les ans me paye des primes justement pour couvrir ce risque? Est-ce que je l'accompagne suffisamment dans l'avant-sinistre, avant le problème? Donc je pense que discuter avec ses clients, les entreprises le font déjà, identifier des choses peut-être implicites, des préoccupations de leurs clients à l'échelle, ça permet de détecter aussi des opportunités pour créer des nouveaux services. Ça permet donc de détecter ces signaux, mais ça permet aussi de détecter des préférences implicites. Il y a peut-être des gens qui, par exemple, sur l'assurance santé, encore une fois, vont être très consommateurs de médecine douce. On le voit, les médecines douces, ça existe depuis très longtemps, c'est couvert depuis peu de temps. Et c'est des choses qui, peut-être, on va avoir des clients, des assurés, qui vont être très consommateurs de ce genre de médecine, très bons en prévention, mais qui vont être assez peu consommateurs, au niveau du risque en tout cas, de médecine plutôt active ou autre, qui vont être beaucoup plus coûteuses. Est-ce qu'on n'a pas tout intérêt à donner accès, ou en tout cas à recommander l'accès aux gens qui ne sont pas consommateurs, en disant, ben voilà, on sait que ça a un impact, donc il va falloir peut-être mieux garantir l'accès, mieux communiquer autour de cette prise en charge, parce que derrière, ça nous évite peut-être des choses un peu plus coûteuses. Il y a bien sûr les points de friction. Je pense souvent au parcours de souscription. On sait que le moment où l'assuré veut souscrire, il y a une espèce de momentum à respecter. À la moindre friction, on peut mettre fin à ce process de souscription et donc rater l'opportunité commerciale. Détecter les frictions dans une conversation qui se passerait au niveau de la souscription, je pense que ça peut en tout cas améliorer, et on le voit déjà avec les clients avec qui on travaille, ça améliore de façon très significative le taux de complétion du process de souscription, et on va jusqu'au bout. Donc ça c'est important, et après je le disais tout à l'heure, l'analyse de ces données, comme c'est beaucoup plus nuancé, on va capter beaucoup plus de choses et beaucoup plus d'informations très riches sur l'assuré. Ça nous permettra aussi de mieux l'adresser. Là, je rejoins Hugo sur ce point, avec des offres beaucoup plus flexibles et peut-être des contrats qui tiennent un peu plus compte des spécificités de chacun et un peu moins du groupe dans lequel on s'identifie ou on se retrouve au niveau de la segmentation des entreprises. Et puis ça permet de dégager aussi un sentiment de confiance entre les deux, sans aller vraiment dans les grands mots, mais on a l'impression qu'on prend soin de moi, quoi. Tout à fait. Et je vois le temps passer, peut-être qu'on va passer sur le mot de la fin. On est en avance, non ? On nous a dit jusqu'à 5. Est-ce que vous avez un dernier mot à faire passer vis-à-vis notamment de l'évolution, de l'exploitation de ces données d'interaction, donc qui est la conversation ? Est-ce que vous voyez comment ça peut évoluer dans le futur et comment on pourrait encore mieux exploiter ces données dans le futur ? Toujours plus. Toujours plus. Je pense que de toute façon, on a des outils, on a la source. Donc ça peut nous apporter des choses. Après, l'intelligence artificielle, il faut aussi rationaliser, il faut aussi estimer les bons besoins. Il y a beaucoup de projets, surtout aujourd'hui, c'est les débuts. Enfin, c'est les débuts. Ça a 10-15 ans maintenant, mais toute la partie avec la générative, il y a un sentiment de fraîcheur et de nouveauté au niveau du grand public, donc il faut y aller aussi avec parcimonie, savoir où on s'oriente, mais toujours plus, parce qu'on a de plus en plus d'informations, on va être noyé encore plus d'informations dans les années à venir. J'ai tendance à penser que ça va devenir un outil de travail entre des brokers, par exemple, et des systèmes d'échange, d'interaction. Je suis assureur, il y a un forum d'assurés qui échangent. J'ai peut-être envie de récupérer les différentes infos. Alors après il y a toute la partie, dans le futur il y a aussi la partie législation évidemment, parce que ça va être un sujet hyper important évidemment sur toute cette partie-là pour structurer, légiférer. On ne peut pas aller n'importe où.
Comme on le sait, l'IA se développe très bien dans les pays autocrates, donc on va y mettre probablement une couche. Et après, il y a la partie sociale aussi qui va être intéressante. Bon, là, c'est plus la politique qui tournerait autour de l'IA, mais après, je pense, j'imagine bien des services autour de ces données-là. On proposerait des services d'échange entre différents tiers. Merci Hugo. Thomas, le mot de la fin. Moi, je pense qu'à l'ère de l'IA générative, il y a une opportunité, c'est d'être au plus proche de son client et de créer une hyper-personnalisation des offres des entreprises. Je pense que c'est un peu l'utopie que tout le monde a en tête, de se dire que demain, je vais avoir une entreprise qui comprend mes particularités, mes besoins, qui s'y adapte, qui est capable de m'accompagner dans le temps, qui est capable d'anticiper tout ce qui va m'arriver, d'être capable de m'accompagner justement dans tous ces phénomènes de la vie. Je pense que c'est aussi la synthèse de la mission d'un assureur, c'est accompagner ses clients dans tous les moments un petit peu agréables et désagréables de la vie, le rassurer et puis être toujours à ses côtés. Et je pense qu'à l'ère de l'IA générative et des prochaines générations d'IA, on a une opportunité de créer des services beaucoup plus personnalisés et de mieux comprendre et mieux s'adapter à l'individu. Voilà. Et donc je pense que ça, c'est une chose qu'il faut retenir, c'est une opportunité vraiment, je ne le vois pas du tout comme une menace, je ne le vois pas du tout comme un risque. Bien sûr, il y a des choses à régler, à ajuster, et il y en aura toujours. Mais je pense que par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a la possibilité enfin d'avoir accès à l'échelle à une hyper-personnalisation de la relation. Et on a la possibilité de décliner tout ça dans toutes les strates de l'entreprise. Et donc je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, et on le voit, les entreprises s'emparent de ces technologies, elles les appréhendent, elles doivent se réorganiser, elles doivent réapprendre à travailler peut-être avec d'autres acteurs sur des structures un peu différentes pour pouvoir derrière déployer des services, faire des tests et réinventer leur business, mais réinventer leur business pas tous les 10 ans, mais tous les 10 mois. Et je pense que c'est le phénomène qu'on va voir arriver et qui va s'installer de plus en plus, c'est la vitesse avec laquelle la technologie évolue et du coup la vitesse avec laquelle elle impose son rythme aux entreprises, notamment aux organisations, à la législation, on le voit, hein, tu t'en parles, la législation évolue beaucoup, pas assez vite, elle va devoir s'adapter et elle s'adapte. Les organisations, la façon dont le business va devoir évoluer aussi, la façon dont on va adresser les besoins spécifiques de chacun des clients, et tout ça en servant des millions de personnes en même temps. Donc ça, c'est un enjeu, et je pense que l'IA générative et les IA, les prochaines générations d'IA, nous permettront d'y répondre avec efficacité, et une efficacité opérationnelle qui va profondément transformer la façon dont les entreprises travaillent et s'organisent, mais qui va aussi permettre de remettre un petit peu l'individu au centre de l'équation. Très bien, très beau discours de fin. Merci beaucoup pour votre partage et pour vos retours d'expérience. On peut s'arrêter ici. Et, merci de nous avoir écoutés. Oui. Vous avez une question ? On a 5 minutes de questions, je crois. Hein. On a 1 minute 28 de questions. Est-ce qu'on a un micro pour le public ? Merci Hugo. Et juste si vous pouvez vous présenter, comme ça on... Oui, bonjour à tous, je suis Élise Van Gastel, je travaille chez Covea, donc les 3 marques MMA, MAF, GMF. Okay. Et j'avais une question, je voulais savoir quels sont les acteurs, les assureurs qui vous ont déjà fait confiance, pour qui travaillez-vous ? Juste pour comprendre, est-ce que ce sont des grands acteurs ou des acteurs un peu plus confidentiels ? Dans mon cas, on est sur des acteurs qui ne sont pas d'immenses acteurs. Après, ce n'est pas sur le marché européen, c'est principalement aux US dans un premier temps. Après, c'est dans des corps de métier très précis pour le moment. Mais c'est pas que je vous donne le nom ou pas, ça ne changera pas grand-chose. Après, de toute façon, c'est une tendance de fond. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix que de se lancer dans ces mécaniques-là, parce que, comme le dit très bien Thomas, l'a très bien dit, c'est la technologie qui existe, c'est une technologie qui existe et qui a un vrai futur, on ne pourra pas y échapper. Donc on est obligé aujourd'hui d'avoir les bases de connaissances, même si on sait que le projet ne va pas, il y a de la R&D, quoi qu'il arrive, R&D aujourd'hui. Bon, il y a les applicatifs qui fonctionnent très bien, mais il y a aussi à investir dans la R&D. Pour votre compréhension en tant que structure, vous allez comprendre cette technologie-là, vous allez savoir l'appréhender.
Donc tout le monde y viendra de toute façon. Et du coup, pour le talk, on est assez implanté dans le secteur de l'assurance, on travaille avec beaucoup de mutuelles, notamment Génération, le groupe Vive aussi, plusieurs entités du groupe Vive. Après, avec des entités aussi beaucoup plus petites, on travaille avec beaucoup de courtiers grossistes. Voilà. Donc on s'adapte à toutes les tailles. Et c'est vrai que ce qui est assez frappant, c'est que peu importe la taille de l'entreprise, on s'aperçoit que les phénomènes, en tout cas qu'on observe sur l'impact de nos solutions, par exemple sur les organisations, sur la façon dont les directions métiers réfléchissent, s'organisent, il est partout en fait. Il n'est pas réservé aux grandes entreprises ou aux petites entreprises. Il y a peut-être un peu plus d'agilité sur les plus petites, où elles vont prendre un peu plus de risques, elles vont peut-être essayer de créer une différence concurrentielle en mettant en place justement des outils qui sont peut-être un peu plus avancés technologiquement. Voilà. Et sur les gros, il y a peut-être un peu plus de latence, un peu plus de prise en main. En tout cas, le temps de prise en main va être un peu plus important. Mais ce n'est pas des solutions qui sont réservées ni aux gros ni aux petits, c'est des solutions qui sont réservées aux entreprises qui se posent la question de comment demain je prends un peu mieux soin de mes clients et comment j'essaye de m'adapter à ce qu'ils attendent et à l'évolution de leurs besoins. Voilà. Ouais, puis d'exploiter une source qui a de la valeur, qu'on peut oublier mais qui a vraiment une valeur. Oui. De toute façon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les retrouver sur le stand, sur leur stand respectif. Est-ce qu'on a d'autres questions à poser? On est les seuls à avoir des questions depuis ce matin. Une autre question? On va garder les micros sur scène. Sinon, on n'aura plus de micro. Bonjour, Valérie Lebert, je suis responsable emploi et prospective chez Covea. Je vous ai entendu effectivement parler des évolutions où vous pouvez aller très loin. Pour autant, comment ça s'inscrit aujourd'hui dans la réglementation de vos solutions? Moi, je pense à RGPD, je pense à l'IACT. Vous n'en parlez pas. Qu'en est-il? Alors, sur la partie réglementation, c'est un très bon sujet. C'est une grande préoccupation de tous nos clients, utilisateurs de nos solutions. Je pense que c'est pareil chez Sunlight. Non. Pas du tout. Si, RGPD évidemment. quoi En fait, le sujet, il n'est pas tant sur... en fait, il n'est pas nouveau. Depuis toujours, vous avez un problème de RGPD quand vous parlez à vos clients par téléphone. Parce qu'ils vont vous confier des choses, et peut-être des choses très personnelles. Et donc la confidentialité de cette donnée, notamment quand vous faites un transcript de cette donnée, vous l'enregistrez pour pouvoir l'analyser plus tard, elle existe. Donc ce n'est pas un sujet nouveau. Je pense qu'en fait, il y a des garde-fous qui existent au niveau du respect de la loi. Il y a des contrôles. On a donné aussi beaucoup plus d'autonomie et de contrôle au niveau du client, donc du propriétaire des données personnelles, pour exercer ses droits. Donc je pense qu'en fait le sujet il est pas vraiment là, il est plutôt sur l'éthique, je pense. Jusqu'où on va dans l'analyse du comportement et qu'est-ce qu'on fait avec ce comportement-là, jusqu'où on va dans l'analyse de l'intention utilisateur et qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'on a une approche absolument mercantile ou pas? Est-ce que c'est toujours au service du client ou est-ce que c'est au service du profit de l'entreprise? Et ça, je pense que c'est des débats éthiques qui doivent être menés au niveau des fédérations, au niveau des groupements de branches ou autres. Et je pense que c'est vraiment le rôle des acteurs, notamment les acteurs leaders de ces marchés, d'entamer cette conversation, cette discussion au niveau du secteur pour savoir quelles sont les limites qu'ils se fixent et comment est-ce qu'ils approchent ces problématiques. Je pense que les éditeurs, aujourd'hui, ils sont inscrits dans un cadre légal. L'éthique, en soi, l'éditeur, il est fournisseur d'un outil, donc après, il n'est pas forcément responsable de l'usage en totalité. Bien sûr, il va modeler un usage, mais il ne va pas être responsable de l'usage qui est fait de ces outils. Et si ces outils sont détournés, il a une part de responsabilité, mais qui est très faible par rapport à celui qui détourne l'outil. Et donc je pense que l'éditeur en soi doit se conformer et toujours garantir le fait que tout ça s'exerce dans le cadre légal et législatif qui est posé. Et ensuite, les problématiques d'éthique, je pense que c'est plutôt des sujets qui doivent être débattus au niveau des organisations globales et des regroupements. Ouais, après, sur des principes de base, il y a aussi la mécanique standard d'aujourd'hui qui est j'accepte déjà il y a une différence entre les assurés, par exemple, et les prospects.
L'assuré a signé un contrat où il a coché une case, c'est pas parce que c'est de l'IA que ça peut faire ce qu'elle veut. On peut aussi mettre des garde-fous éventuellement. Donc ces cases à cocher ont une importance. Est-ce que j'ai le droit d'être démarché commercialement avec les données? Est-ce que je vous donne l'autorisation de me démarcher commercialement? S'il a dit non, je ne peux pas utiliser ces outils dans la démarche commerciale. En revanche, pour la gestion, en général, c'est même généralement coché plus ou moins par défaut, où là, j'autorise effectivement les données que je donne à mon assureur pour qu'il puisse les utiliser. Donc là, on n'a pas de souci majeur. Après, pour le RGPD, il faut les stocker, il faut savoir où elles sont. Il ne faut pas les envoyer n'importe où. Il y a toute une partie, justement, gestion avec les tiers. Vous interfacez ces choses-là. Là, il y a plein de choses à réfléchir. De toute façon, c'est pas fermé. C'est bien. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut conclure là-dessus. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos questions. Merci pour vos réponses, messieurs. Merci beaucoup. On peut s'arrêter ici.